sont assez faibles. Et le FMI attend un inventaire plus exhaustif de ses finances publiques pour avancer sur les négociations. Alors, sur cette question-là des finances publiques, quelles sont les observations que vous avez? Alors moi, pour dire la vérité, j'ai été très choqué, comme tous les Sénégalais, d'apprendre que les finances publiques ont été gérées d'une certaine manière, qu'il y aurait une dette cachée et des chiffres falsifiés, etc., etc. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que moi, dans cette posture où je découvre des choses comme ça, je vais veiller à un élément fondamental, c'est que l'économie, et tout le monde le sait, est basée sur la confiance. Confiance à l'interne, confiance à l'externe, confiance avec les partenaires. Quand je prends la parole pour dire que mon pays a fait ceci, a fait cela, c'est moi-même qui met mon pays au pinacle et qui le met, qui l'offre à la vindicte populaire et à la vindicte internationale. Aujourd'hui, tout le monde semble avoir plus de recul par rapport au Sénégal. Et ce qui est le plus touchant, c'est que les gens vous disent, je ne sais pas. J'attends toujours, moi, les preuves de ce qu'on nous a dit. Et plus grave maintenant, moi j'ai des amis qui m'ont interrogé, m'ont dit, d'accord, admettons qu'il y a eu un bond énorme de votre dette publique parce qu'on a fait les comptes d'une façon plus acceptable. Vous êtes à plus de 100%, etc. Mais après ils me disent, mais en un an, pourquoi vous avez fait un bond de 19% de plus que les 100%? D'où viennent les 119%? Si véritablement on a trouvé 99%, d'où viennent les 20% supplémentaires? Je n'avais pas de réponse pour eux, bien entendu. Maintenant, moi, comment, en essayant de régler un problème, on doit éviter de créer un autre problème et d'enfoncer davantage notre pays. Notre pays aujourd'hui a un problème de crédibilité, voire un pays de respectabilité. Et ça, je pense que les acteurs, les responsables de notre système, faites l'audit. À la limite même, cherchez des institutions indépendantes. La Banque Ouest-Africaine de Développement, la BAD, la BCAO, demandez le concours d'institutions qui viennent confirmer vos chiffres. Et quand vous allez les mettre sur la table, il n'y aura plus de débat. Mais là, aujourd'hui, on l'a placé sous l'angle de la controverse, de la polémique. Et dès qu'un débat sérieux, un débat grave entre dans la polémique, c'est maintenant chacun prend position selon sa vision des choses, etc. Mais pourquoi un exercice de transparence qui est quand même normal doit nous valoir cela? Il y a un problème, pourquoi? Un grave problème de communication. Un grave problème de communication. Vous savez, quand il y a un changement de régime, et surtout deux systèmes qui étaient presque antagonistes et qui nous ont valu des violences, des morts, etc., les gens tendent l'oreille, essaient de comprendre et se disent peut-être, est-ce que c'est véritablement la reddition des comptes? Est-ce que c'est véritablement la volonté d'être transparent? Ou est-ce qu'on est dans une démarche pour avilir les autres, prendre une revanche et surtout trouver des justificatifs au fait que notre propre vision n'arrive pas à régler les problèmes du Sénégal. Moi, je disais au tout début à des amis, si l'actuel système, avec toutes les promesses faites aux Sénégalais, dégageait des résultats très intéressants au plan de l'emploi des jeunes, de la baisse du coût de la vie, etc., commencer à marquer des points et dit aux Sénégalais, on aurait multiplié par 10 nos résultats si on n'avait pas trouvé telle situation. Mais cette situation est à l'étude. Nous allons certifier tout et nous vous donnerons les informations. Ça ne se fait pas dans une déclaration publique, à la télévision, etc. Ça crée beaucoup d'émoi. Ça crée, comme je dis, ça renforce la déprime des Sénégalais. Et aujourd'hui, les Sénégalais se posent mille et une questions. Alors si on leur dit tout ça, c'est Macky Sall. Tout ça, c'est le régime de Macky Sall. Ils vont dire, mais écoutez, on vous a quand même donné le pays depuis 16 mois pour redresser le pays, changer les choses. On ne peut pas continuer à battre le même tam-tam sur Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall. Les gens vont plus nous suivre. Et je pense que ceux qui sont là ont au moins un mérite. Ils disent qu'ils ont une vision pour organiser la rupture et pour aller de l'avant. À mon avis, s'ils avaient accompagné cela d'une ouverture à l'expertise nationale, à l'expérience nationale, parce que quand même le Sénégal n'existe pas depuis 2024, n'existe pas depuis Macky Sall, n'existe pas depuis Abdoulaye Wade. Le pays est un pays absolument extraordinaire, comme je dis, un pays qui a une trajectoire spéciale, un destin particulier. Donc vous arrivez au pouvoir, vous êtes venu avec votre vision, mais vous avez trouvé des compétences nationales.
sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour changer les choses, changer la donne. Et s'il y avait cette volonté d'ouverture et de réconciliation nationale, tout ce que dira le régime actuel serait beaucoup plus acceptable, beaucoup plus compréhensible. Mais maintenant, on est dans des tranchées, chacun défend son point de vue, les camps s'affrontent, et qui paye les pots cassés? Le peuple. D'accord. Maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est peut-être de trouver une solution. Hein. Vous avez une expérience. Quelle est la solution qui peut se présenter, disons, vis-à-vis de ces relations-là avec les multilatéraux comme le FMI? Pour moi, les relations du Sénégal avec les grands partenaires traditionnels, c'est qui, à l'époque, moi j'ai vécu l'expérience où des amis nous disaient, tout ce que nous dit le Sénégal, et je vous le jure, je peux apporter des preuves, tout ce que nous dit le Sénégal est prêt à prouver. Ça, avant même d'étudier nos dossiers, c'était prêt à prouver. Oui. Le premier MCA qu'on a offert à un pays africain qui a atteint $1 milliard, c'était le Sénégal. À l'interne, ça a été saboté. J'ai repris le projet avec d'autres collègues et on a pu avoir 546 millions de dollars, n'est-ce pas, la moitié. Mais à l'époque, partout où je me rendais, c'était des gens qui nous faisaient des offres pour aider notre pays, pour accompagner notre pays, pour travailler sur des projets. C'est encore possible. Le Sénégal n'a pas perdu entièrement sa crédibilité. Les gens, en fait, se posent des questions et ils cherchent des réponses. S'ils ont les bonnes réponses, je pense qu'on peut reconstruire. Nos relations sont abîmées, mais les relations abîmées, on peut les reconstruire. Et ce n'est pas trop tard et ça peut même aller très vite parce que notre pays a un attrait particulier, notre pays a une aura particulière, un charme particulier, un charisme particulier. Dieu aime le Sénégal, mais il faut que nous, Sénégalais aussi, on aime le Sénégal. D'accord. Dans le cadre de ces relations-là, bien sûr, avec les pays amis, prochainement, la semaine prochaine, le président de la République est annoncé à Washington pour une rencontre avec Donald Trump. C'est bien sûr dans le cadre d'un sommet Afrique-États-Unis avec d'autres pays. Hein. Particulièrement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? D'abord, je pense qu'il faut réaménager la formulation. Ce n'est pas un sommet Afrique-États-Unis. L'Afrique a 54 États. Donc il y a 5 pays qui ont été invités. Est-ce que le mobile pour lequel ils ont été particulièrement sélectionnés, je note que c'est des pays voisins pour l'essentiel. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Sauf le Gabon peut-être. Voilà, le Sierra Leone et le Libéria. Et en addition, si vous raisonnez comme ça, on a 3 pays voisins, plus un pays du Maghreb, la Mauritanie, et un pays de l'Afrique centrale, le Gabon. Ça ne suffit pas pour en faire un sommet Afrique-États-Unis. Ensuite, je vois que c'est des pays de l'Atlantique, l'océan Atlantique, n'est-ce pas? L'Atlantique pose beaucoup de problèmes. C'est les grands transports maritimes, c'est aussi les grandes ressources pétrolières, gazières, etc. Et le nouveau président des États-Unis dit que lui, il est cash. Lui, il fonctionne en transaction. Ouais. Donc, il n'aime aucun pays pour ses beaux yeux. Je suis sûr que le Sénégal a de beaux yeux, mais ça ne l'impressionne pas du tout. Lui, il est pour les intérêts des États-Unis. Est-ce que nos 5 pays, s'ils comprennent bien pourquoi ils sont invités, vont y aller avec un mandat coordonné pour aller parler d'une seule voix? Parce que entre nous, le Sénégal seul devant Trump, la Sierra Leone, Guinée-Bissau seul devant Trump, c'est pas bien. Ça, vous connaissez mon point de vue sur ça. L'Afrique devait dépasser cela depuis longtemps, mais nous avons tellement la culture d'aller seul en chevauchée solitaire et les gens nous écrasent et nous utilisent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va être à l'écoute, mais il faut aussi éviter, et c'est un piège qu'on nous tend souvent, de nous engager dans une rencontre multilatérale et d'en faire une addition de rencontres bilatérales. Ça, c'est pas bien. Ça veut dire quoi? Parce qu'on va aller là-bas, après on prend le président Diomaye, fait un tête-à-tête avec M. Trump, après on prend le président de Guinée-Bissau, tête-à-tête avec Trump, ou bien on fait une rencontre où on dit... Parler d'une seule voix? Oui, on dit, ou bien on fait une rencontre de tous les 5 chefs d'État avec le président américain, après on dit au chef d'État, oui, mais Sénégal, alors quelles sont vos priorités, vous? Et il parle en public devant tout le monde. Et bon, Guinée-Bissau, dites-nous quelles vos priorités. D'abord, je n'aime pas, moi, cette méthode. C'est une méthode interpellative, comme si un père ou parlait à ses enfants, etc. Je n'aime pas ça. Et puis devant un président aussi imprévisible. Hein, en plus. Donc, moi, c'est les termes de référence de cette rencontre que nos chefs d'État devraient tout faire pour détenir avant même d'aller à cette rencontre. Et qu'ils aillent avec une position, si possible,
la plus coordonnée possible, dans l'intérêt bien compris, ou de l'Afrique, ou de notre sous-région, ou de cette partie du continent. Voilà. D'accord. On parle donc de la diplomatie sénégalaise.